Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour le potentiel bruit qu'il y aura à côté de moi, parce que je me suis arrêté dans une station-service le temps que les bouchons systématiques que nous connaissons en zone francilienne à l'heure de pointe comme ça se résorbent un petit peu. Donc, je voulais profiter de mon passage ici pour apporter à travers cette petite vidéo ma contribution à un débat qui a été initié il n'y a pas très longtemps par un gars sur Facebook qui parle de réchauffement climatique, d'environnement et tout ça. Alors lui, il a abordé le sujet en expliquant, ce qui est très bien, en expliquant d'un point de vue purement scientifique ce qu'était le réchauffement climatique. Moi, je vais plutôt parler de lutte contre le réchauffement climatique, ou plus précisément, je parlerai de pourquoi est-ce que je pense que notre société pourra très difficilement, voire pas du tout, lutter contre le réchauffement climatique. Et pour ce faire, je vais aborder deux volets. Le premier volet sera d'ordre mécanique, scientifico-mécanique, et le second volet sera d'ordre plutôt politique. Et du coup, je conjuguerai ces deux volets-là pour aboutir à la conclusion qui est la mienne, selon laquelle il sera éminemment compliqué pour notre société de freiner sa chute qui me semble, pour le coup, enfin pas sa chute, mais sa conduite vers le bord du précipice qui me semble, pour le coup, imminente et très compliquée à endiguer, plus ou moins. Donc, quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique, de manière générale, on parle de réduction de la quantité d'énergie que nous consommons et d'amélioration de la qualité de l'énergie que nous consommons. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parlais d'un volet mécanique et d'un volet politique, parce que le volet mécanique parlera de la qualité de l'énergie que nous consommons et le volet politique parlera de la quantité d'énergie que nous consommons. Donc, d'un point de vue mécanique, je peux introduire en disant ce que j'aimais bien dire à l'école, en université, qui est que la plus brillante invention de Dieu a été le premier principe de thermodynamique, et sa plus grosse bourde a été le second principe de thermodynamique. Je m'explique. Bon, déjà, c'est quoi le premier principe de thermodynamique? Très rapidement, c'est le principe qui décrit la conservation d'énergie dans un système. Et le second principe de thermodynamique, c'est celui qui va plutôt décrire l'augmentation de l'entropie dans un système. On va y revenir. Le premier principe de thermodynamique, pour l'illustrer, je vais prendre beaucoup d'exemples illustratifs, parce qu'il est tard et puis je réfléchis, c'est difficile de structurer mes idées. Donc, premièrement, l'illustration du premier principe de thermodynamique, j'étais en train de manger une pomme, je ne l'ai pas complètement terminée, cette pomme-là. Elle vient d'où, cette pomme-là? À part venir de Carrefour, d'où est-ce qu'elle vient? Elle provient d'un pommier. Et comment est-ce que le pommier a réussi à produire la pomme? Eh bien, en absorbant, en captant l'énergie du soleil, qu'il a transformée via l'effet qu'on appelle l'effet de photosynthèse qu'on a vu en classe de CM1, CM2, 6e, je sais plus, bref. Les arbres vont capter à travers leurs feuilles l'énergie du soleil qui va leur permettre de grandir, de produire des racines, un tronc, des branches, des feuilles et donc accessoirement cette délicieuse pomme-là. Donc je dis que c'est le premier principe de thermodynamique est la plus belle invention de Dieu parce que on se rend compte que l'énergie qui est dans le soleil, qui est issue de la fusion des atomes d'hydrogène qu'il y a dans le soleil, qui produisent de la chaleur, qui est à leur tour captée par les feuilles pour produire in fine cette pomme-là, pour le coup, c'est brillant de la part de Dieu. Sauf que
en parallèle de cela, il a créé le second principe de thermodynamique qui, lui, veut que dans ce même système-là, l'entropie ne fera que augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la quantité de désordre qui ne fera que augmenter. Donc, ce qui signifie que l'énergie disponible sera en quantité constante, mais elle sera de plus en plus dissipée et de plus en plus désordonnée et de plus en plus compliquée à consommer. Si j'illustre ça en gardant l'exemple de ma pomme, moi à la place de Dieu, ce que j'aurais fait, déjà j'aurais permis que nous puissions en tant qu'être humain consommer toute l'énergie qui est contenue dans la pomme, c'est-à-dire toute son énergie de masse, l'énergie au sens E égale MC2 qu'on a vu en seconde, je sais très bien, enfin bref, l'énergie au sens E égale MC2, c'est-à-dire toute l'énergie disponible dans la pomme. Si on est en mesure de consommer toute cette énergie-là, vous doutez bien que avec une seule pomme, on pourrait nourrir toute une famille pour toute une vie, parce qu'il y a tellement d'énergie là-dedans, mais on n'est pas capable de le faire. Parce que on mange la pomme, on la transforme une partie en énergie, parce qu'on bouge, parce que notre cœur bat, parce qu'on a du sang qui circule, enfin bref. Et il y a une grosse partie qu'on rejette quand on va faire caca. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais soit permis que nous puissions consommer toute cette énergie-là, donc avec une seule pomme, nourrir toute une famille, ou alors, à défaut de cela, permettre que nous puissions manger la pomme, utiliser l'énergie disponible à l'instant T, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire pour que nous puissions bouger, comme je disais, pour que notre cœur puisse battre, pour que le cerveau fonctionne, ainsi de suite. Et quand on va faire caca, qu'on fasse caca, une autre pomme, mais plus petite. C'est-à-dire que tu pourrais avoir ta pomme, tu la manges, tu fais caca, tu manges, tu fais caca, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais au moins, tu pourrais réutiliser l'énergie. Donc l'énergie serait constante. Elle diminuerait du fait que on produit de l'énergie cinétique, notre cœur il bat, notre cerveau fonctionne, cette énergie là elle n'est pas récupérable, mais au moins le caca serait récupérable. Sauf qu'aujourd'hui ça n'est pas du tout le cas. Et il faut bien comprendre que ça n'est pas juste une malchance et ça n'est pas juste un aspect dommage de la nature, c'est un principe pas fondamental, mais c'est un principe physique et mécanique. Donc, ce qui fait que un principe qui dit que l'énergie disponible dans le temps sera, comme je disais tout à l'heure, de moins en moins ordonnée, donc de plus en plus difficile à consommer. Donc, quoi que nous puissions faire, nous sommes limités par cette contrainte mécanique qui fait que l'énergie sera de toute façon de plus en plus difficile à consommer. Donc la qualité de l'énergie, comme je disais en introduction, sera de plus en plus mauvaise fatalement. Là, je parle bien fatalement, c'est-à-dire que je ne parle pas d'une échelle à une année, je parle fatalement, l'énergie sera de plus en plus de mauvaise qualité. Donc ça, c'est le premier volet qui est mécanique. Le second volet qui est politique, je le disais en introduction, porte sur la quantité d'énergie que nous consommons. Ici, je pense que nous ne pourrons pas réduire cette quantité d'énergie que nous consommons. C'est du fait de notre société aujourd'hui qui est basée sur des modèles qui ont pour essence la croissance même. J'illustre ce que je dis en prenant l'exemple du système économico-financier dans lequel nous vivons. Prenons une société au sein de laquelle on a, disons, un artisan qui fait des travaux. C'est un exemple que j'ai trouvé dans un livre qui est très très illustratif. On a l'artisan qui fait des travaux, donc pendant toute l'année, il va aller chez les gens, il va réparer des toits, il va réparer des portails, faire tout ce que vous voulez, construire des maisons, et il va accumuler un patrimoine de 1 million de francs CFA, 1 million de francs CFA. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un deuxième opérateur économique qui est, le banquier. Il lui dit, monsieur, j'ai 1 million, j'ai envie de déposer dans un compte bancaire. Le banquier dit, pas de souci, je prends, je stocke. Imaginons maintenant un troisième opérateur économique qui est une dame pâtissière qui va à la banque, qui dit « Monsieur le banquier, moi j'ai besoin de
1 million de francs CFA pour construire une pâtisserie qui, je pense, va faire tabac demain. Enfin, demain, dans 5 ans. Le banquier lui dit, bah, pas de souci, moi je vous donne 1 million. Donc elle prend le million, elle va donner le million à l'artisan pour qu'il lui construise sa pâtisserie. Donc l'artisan, il prend le million, il dépose à la banque. Donc lui, l'artisan sur son compte, il a maintenant combien? 2 millions. Sauf que à la banque, il y a combien? 1 million. Imaginons même que la dame, en plein travaux, elle dit finalement, moi j'ai envie de mettre un étage supplémentaire, j'ai envie de d'augmenter l'espace, d'augmenter les toilettes, d'augmenter ceci, d'augmenter cela. Donc le monsieur dit, pas de souci madame, moi je vais vous le faire pour 1 million supplémentaire. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la banque, elle explique son projet au banquier, elle dit il me faut 1 million. Donc elle reprend 1 million, elle part, elle redonne à l'artisan. Je pense que vous voyez où je veux en venir. L'artisan repart à la banque, il remet son million. Donc lui, sur ses comptes, il a 3 millions, il détient 3 millions. Sauf que à la banque, il y a toujours un seul million. On se rend bien compte que c'est un système qui paraît comme ça, qui paraît totalement bancal, parce que pour peu que l'artisan décide de dire que bon, finalement moi je vais déménager, donc donnez-moi mes 3 millions, bah ça fait banqueroute et le système s'écroule complètement. C'est enfin là comme ça l'exemple il est très simpliste et il paraît aberrant, sauf que c'est exactement le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un système dans lequel, si tout le monde part en même temps demander son argent à la banque, il y a le système total qui s'effondre. Sauf que c'est le système dans lequel nous vivons et c'est un système qui paraît aberrant, mais qui en fait ne l'est pas. Ce système-là, il fonctionne parce que les trois acteurs économiques à la fois ont confiance en le fait que dans l'avenir, plus tard, la dame en question sera capable de produire de la richesse et donc de rembourser le prêt à la banque. Les trois à la fois ont foi en ce système-là et c'est, bon déjà parenthèse, c'est ce qu'on appelle une réalité intersubjective. La parenthèse consiste à dire que on a trois types de réalités. La première, c'est des réalités purement objectives. Si je vous dis que 1 plus 1 font 2, ou que la Terre est ronde, ou que la Terre tourne autour du Soleil, ça ne se discute pas, même s'il y a des comptes qui le discutent, ça ne se discute pas. À moins d'apporter une loi qui prouverait le contraire, ça ne se discute pas. Ça, c'est les premières réalités qui sont des réalités objectives. Les secondes réalités sont des réalités dites subjectives. C'est des réalités... si toi, tu me dis, ton Dieu, c'est Ganesh, lui dit son Dieu, c'est Dieu. Moi, je dis, mon Dieu, c'est Sangoku. Techniquement, tu n'as absolument rien qui te permettre de dire que ton Dieu est plus légitime ou plus réel que mon Dieu à moi. Donc ça, c'est des réalités qui sont dites subjectives. Et donc le troisième type de réalité, c'est des réalités qui sont dites intersubjectives, donc qui n'ont de sens que si tout le monde, ou du moins une grande partie, la majorité de la population y croit. Donc c'est le cas du système monétaire, c'est le cas du système financier, c'est le cas de plein de choses qui sont réelles dans notre société. On ferme la parenthèse. Je parlais de ça pourquoi? Je parlais de ça pour dire que ouais, effectivement, je reviens sur le cas de nos trois opérateurs économiques. Aujourd'hui, quand je disais que ce système ne marche que si les trois acteurs économiques à la fois pensent que demain sera forcément mieux qu'aujourd'hui. Parenthèse historique, il faut bien comprendre que cette manière de faire là, déjà elle est très propre à l'homme. Il n'y a aucun lion qui va manger des gazelles aujourd'hui en espérant que demain il y aura plus de gazelles, ou aucun loup qui va manger des moutons en disant que demain il y aura plus de loups. Et même quand on se réduit à l'homme, il faut bien comprendre, il faut bien savoir que cette manière de faire là est relativement récente dans l'histoire de l'homme. Ça remonte à je sais pas, à la fin du XVIe siècle, quand on s'est mis à allier économie et science et progrès scientifique. Avant cela,
Un roi pouvait espérer que l'année N+1 serait plus prospère que l'année N, mais c'était fatalement au détriment de notre royaume. Donc, on avait un gâteau, on avait une tarte plutôt, tu pouvais avoir une plus grosse part, mais il fallait fatalement qu'une autre personne ait une plus petite part. Sauf qu'aujourd'hui, le système dans lequel on vit, c'est un système où, théoriquement, tout le monde peut avoir une plus grosse part si le gâteau réussit à devenir plus gros. Donc, c'est le système que nous avons adopté aujourd'hui, c'est le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si on prend le système capitaliste, le système économique, le système, financier, tout ce que nous faisons aujourd'hui, quand on prend un crédit sur 25 ans, c'est parce qu'on estime que demain, nous serons en mesure de travailler pour rembourser ce crédit-là. Donc, tout ce sur quoi nous nous appuyons aujourd'hui, tout ce sur quoi est construit notre mode de vie aujourd'hui, il est essentiellement construit sur de la croissance. C'est la raison pour laquelle je pense que à moins d'accepter collectivement que demain pourra être pire qu'aujourd'hui, ce qui causerait un affaissement, une implosion du système, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de collectivement commencer à croire que demain pourra être moins bien qu'aujourd'hui, parce que sinon le système s'effondre. Je prends un exemple très précis. En France, on a eu les gilets jaunes ou plein de gens qui manifestent contre la pollution et tout ce que vous voulez. Mais dites à une seule de ces personnes-là que pour résoudre la crise, on va diminuer votre salaire de seulement même 500 euros par mois. Il n'y a personne ne va jamais accepter ça. Et même si tu acceptes ça, même si certains acceptent ça, qu'est-ce que va faire demain, je sais pas moi, pas l'Angleterre, la Pologne, disons la Roumanie, des pays un peu loin de la France. Si toi tu baisses les salaires ici, qu'est-ce que les gens feront? Les gens iront immédiatement travailler chez les voisins polonais parce qu'ils paieront plus. C'est comme ça que le système marche. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est par définition, par construction inégalitaire. Donc ce qui fait que il n'est absolument pas possible dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, d'imaginer seulement qu'il soit possible d'avoir de la décroissance comme mode de vie. Donc, pour en revenir à l'énergie, je pense que de même qu'il est impossible d'imaginer qu'on puisse vivre de décroissance seulement monétaire, économique, il est également impossible d'imaginer qu'on puisse vivre de décroissance énergétique. L'énergie aujourd'hui, on a toujours besoin de plus en plus d'énergie, on a besoin d'aller de plus en plus loin, on a besoin de construire de plus grandes maisons pour rembourser les crédits qu'on a empruntés hier. Aujourd'hui, les États sont endettés sur 50, sur 100 ans même des fois. Ils ont des dettes qui sont équivalentes à 100% de leur PIB et chaque année, le déficit ne fait que se creuser. Donc, il n'est absolument pas possible d'imaginer que nous puissions à moins de tomber dans un système que je n'arrive même pas à concevoir, il n'est absolument pas possible d'imaginer un monde de décroissance. Ce serait une des solutions, mais elle n'est techniquement pas implémentable, comme dirait l'autre. Donc, je me suis un peu perdu, je pense, dans mes explications, parce que je suis un peu fatigué. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire sur le point de vue politique. Et je conclurai en disant que, contrairement à ce que l'on croit, parce qu'il y a plein de gens plein d'écolos qui disent que ce serait bien de revenir au mode de vie qu'avaient nos ancêtres. Eux, ils vivaient bien, ils vivaient en harmonie avec la nature, ils élevaient les animaux, ils respectaient les plantes. On parle des Indiens de l'époque, des hommes de caverne. Je me suis documenté, il faut bien savoir que eux, les chasseurs-cueilleurs à l'époque étaient encore plus destructeurs que nous. Donc, c'était des gens qui arrivaient sur un territoire et qui rasaient quasi systématiquement. Eux, ils détruisaient carrément des espèces, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va faire de l'élevage de masse sur des espèces comme des vaches, des cochons, du poisson, des poulets. Eux, ils détruisaient, mais systématiquement,
parce qu'il chassait de manière intempestive et sans même se poser la question de savoir si demain il y en aura encore. Donc, il chassait de manière intempestive tout ce qu'il pouvait trouver. Donc, si ça se trouve, ça me fait mal de me dire ça, mais si ça se trouve, c'est inhérent à ce que nous sommes de détruire notre environnement. Donc, si ça se trouve, c'est comme ça, c'est l'homme tel qu'il était conçu, tel qu'il est évolué, tel qu'il a été programmé. Bah, il était programmé pour consommer de plus en plus, sauf que quand tu consommes de plus en plus, tu détruis ton environnement. Donc, c'est une boucle qui est vicieuse et qui finira, je le disais en introduction, qui finira fatalement par détruire l'homme lui-même. Donc, bah voilà, c'était ma contribution. Je pense que là, ça s'est un peu désengorgé, donc je vais repartir. J'espère avoir été un peu clair par mes explications. C'est pas pour que nous soyons pessimistes, hein. Il faut continuer de faire tout ce qu'on peut pour protéger l'environnement. Il faut trier vos déchets tant que c'est possible, enfin quand c'est possible. Il faut privilégier l'escalier plutôt que l'ascenseur. Il faut privilégier le transport en commun quand c'est possible. Mais pour autant, je pense que nous nous conduisons quand même vers le précipice. Après, pour autant, il vaut mieux se conduire lentement vers le précipice que d'accélérer la chute vers le vide. Donc, merci d'avoir écouté. Je pense que j'ai beaucoup parlé. 21 minutes. Donc, bonne soirée et à bientôt et sauvez la planète. Bye bye. Bisous.